Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle fin de semaine. Mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Vendredi passé, je vous laissais en vous disant que Alexandra Henrion-Caude, généticienne, affirme qu'aucun conflit d'intérêts n'influence son expertise. La base de données actuelle Vigibase de l'OMS contient plus de 3 millions d'effets indésirables enregistrés, dit-elle, du jamais vu. Donc, je continue. Je suis rendue à la page 110 et puis je suis dans les chapitres du tribunal de l'opinion publique avec les jours du grand jury. Si nous compilons tous les décès survenus seulement après la vaccination COVID, dit Alexandra Henrion-Caude, ils représentent déjà plus de la moitié des décès comparés aux morts enregistrés au cours des 30 dernières années pour tous les autres vaccins standards. Imaginez. Dans l'année suivant la vaccination COVID, nous atteignons plus de 50% des décès enregistrés depuis 30 ans. Un réel problème se présente à nous, car peu importe la façon dont nous examinons les données, prises via Our Word in Data, nous assistons à une augmentation hebdomadaire du nombre de décès COVID, un nombre confirmé par milliers. Et qu'est-ce que l'Our Word in Data? C'est une publication en ligne qui présente des recherches empiriques et des données. Elle montre comment les modifications, les conditions de vie partout dans le monde changent en fonction du temps. La tendance de la courbe s'avère criante d'évidence au point qu'il va de soi que la vaccination ne représente pas la solution. Notons aussi que l'âge moyen des décès liés à la maladie COVID comme telle se montre supérieur à l'espérance de vie. Alors si les gens, supposons une femme au Québec, a une espérance de vie environ de 85 ans, la moyenne des femmes décédées de la COVID était souvent au-dessus de 85 ans. Donc, ça en dit long tout de même si on réfléchit à la situation. John Ioannidis, un épidémiologiste de renommée mondiale, calcule le taux de mortalité par infection dans le monde à partir d'un nombre incroyable de publications. Le résultat monte à 0,15%. Pas 15%, mais 0,15%. C'est pas grand-chose, ça. Je tiens à souligner que le fond du problème ne se relie d'aucune façon avec la controverse entourant les anti-vaccins et les pro-vaccins, comme le suggère au grand public, les médias traditionnels. N'oubliez pas que c'est toujours Mme Henrion-Caude qui parle. L'enjeu fondamental consiste à discuter ouvertement de nos connaissances scientifiques et de leurs lacunes. Le variant ancestral du SARS-CoV-2 de Wuhan est
est tout probablement éteint. Il n'est identifié ni en Europe ni en d'autres pays. Nous décelons quelques problèmes relatifs aux informations voulant que la vaccination représente l'unique solution à la COVID. Ces faux vaccins stagnent encore au stade de la recherche et du développement dans une phase d'essai clinique. On était encore à ce moment-là, en 2022, toutes les vidéos du grand jury du tribunal de l'opinion publique ont été filmées en 2022. Il ne faut pas oublier ça. Il se présente comme la solution unique, le fameux vaccin, à travers des promesses fausses et changeantes. Un de ces problèmes implique aussi l'absence d'évaluation de la dynamique épidémique selon les normes prévues dans une telle situation. Ces normes permettent de décider si, oui ou non, la vaccination doit aller de l'avant de manière massive partout dans le monde. Un autre point très important se rapporte à une pharmacovigilance notablement défectueuse, tellement son rendement s'avère pitoyable. Dr Amin Oumlil nous explique de quoi il s'agit dans cette vidéo. C'est une vidéo du CSI 12 à propos de l'AMM conditionnel des vaccins anti-COVID-19, ce qu'il reste à faire. C'était placé sur CrowdBunker le 1er juillet 2021. Sans oublier l'analyse bénéfice-risque inappropriée qui ne tient compte ni de l'âge, ni du statut de la maladie, ni de l'immunité. Que cette immunité soit naturelle ou même en déclin. De plus, selon les promoteurs du pseudo-vaccin COVID, les effets indésirables ne pèsent pas lourd dans la balance. Là maintenant, je vous donne un extrait du jour 8 du tribunal du grand jury de l'opinion publique. De très nombreux virologues de différents pays occidentaux, dont ceux nommés plus haut, sans conflit d'intérêts, concernant la véritable nature de l'injection COVID, affirment également qu'il s'agit de substances génétiques. À ce titre, la FDA qualifie légalement ces produits de thérapie géniques, même la FDA. Ils s'inscrivent dans la catégorie des médicaments biologiques, absolument pas dans celle des vaccins. C'est toujours des spécialistes, des professionnels dans la matière qui s'expriment dans ce texte. De plus, ces substances pharmaceutiques subissent une période d'essai clinique jusqu'en 2023 ou 2024 à cause d'une autorisation de mise en marché conditionnelle. Ils font donc partie des produits expérimentaux. À Berlin, écoutez, celle-là est pas mal bonne. Du 24 au 26 octobre 2021 se tient un sommet mondial de la santé pour 6 000 experts internationaux du monde académique, politique et du secteur privé. Monsieur Stefan Ulrich, le président de la division pharmaceutique du groupe Bayer, prend ainsi la parole.
C'est là que c'est intéressant. Je suis fier de dire que si nous avions sondé les gens par cette question, vous feriez-vous injecter une thérapie génique ou cellulaire dans votre corps? Probablement que le taux de refus se serait élevé à environ 95%. Un gros pourcentage de refus. Et ce monsieur est content de dire « On les a eus, il en est très heureux. » Il est heureux que les gens se sont fait avoir. C'est beau de voir ça. Bon, on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce qu'a dit ce monsieur et on revient pour la suite demain soir, mardi. Et n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à ma chaîne et de m'écrire pour avoir toutes les informations pour avoir le livre en format numérique ou en format papier. C'est à Solange Bonheur 60 à commercial gmail.com. Ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors, à bientôt!